Quand on devient adulte, on découvre l'alcool. Cette magnifique boisson qui peut nous faire perdre les pédales est souvent associée aux soirées et aux joints. Et dans le cinéma d'horreur, l'alcool apparaît souvent comme un élément du scénario. Mais à quel point occupe-t-il une place? Pour ça, j'ai sélectionné 8 films qui traitent de l'alcool comme élément principal du scénario ou qui est en arrière-plan avec un message. Préparons nos shots, servons-nous et installons-nous avec nos amis devant une bonne pizza pour voir ce que l'ébriété a pu offrir à ce genre. Pour commencer, j'ai traité un cas particulier qui est Marge Thompson dans A Nightmare on Elm Street. La mère de Nancy Thompson est réputée pour être alcoolique. Son alcoolisme est le miroir de sa peur du passé par rapport à tout ce qu'il s'est passé avec les victimes de Freddy. De plus, elle a été mêlée par la mort de ce dernier. Donc quand sa fille se retrouve mêlée à toute l'histoire du film, ses cauchemars ressortent. L'alcool sert à montrer quelque chose que je trouve très intéressant dans ce film et rendant le personnage de Marge comme étant le personnage le mieux écrit de ce film en plus d'être la plus humaine. Elle se noie dans l'alcool car, comme je l'ai dit, les cauchemars du passé la rattrapent. Je rappelle que dans ce film, les cauchemars ont une place importante voire primaire, donc le fait de voir qu'il rattrape ce personnage est pertinent. En plus, ça contraste avec tous les autres cauchemars qui sont réellement cauchemardesques dans le monde des rêves et de l'enfer. Ici, ce sont les cauchemars de notre monde, les vraies peurs et les vraies craintes, pouvant toucher et altérer ce qu'on aime. Voilà pourquoi Marge Thompson est à mes yeux le meilleur personnage de ce film. Dans le chef-d'œuvre cinématographique de John Carpenter The Thing, l'alcool n'est pas simplement un accessoire, mais plutôt une toile de fond subtile qui amplifie la tension au sein du groupe isolé en Antarctique. Le liquide dans les bouteilles devient métaphoriquement le miroir des fractures croissantes parmi les membres de l'équipe, amplifiant la paranoïa générée par la menace extraterrestre. À travers le prisme de la bouteille, Carpenter explore les limites de la confiance et de la loyauté humaine dans un contexte où l'ennemi peut être n'importe qui. Les rassemblements autour de l'alcool deviennent des moments de révélation et de suspicion, laissant les spectateurs se demander si la créature extraterrestre est la seule menace présente. Le liquide ambré, normalement associé à la camaraderie, devient une source d'angoisse, soulignant la fragilité des relations humaines face à l'inconnu. Carpenter utilise habilement l'alcool comme un catalyseur émotionnel, accentuant les conflits sous-jacents entre les personnages. Les discussions autour d'un verre deviennent des arènes où se dévoilent les peurs et les doutes, contribuant à l'atmosphère oppressante du film. L'alcool devient ainsi un complice involontaire de la terreur, faisant écho à la dualité entre la chaleur apparente des relations humaines et la menace sourde qui se tapit parmi eux. Dans cet univers glacial, l'alcool n'est pas seulement une source de réconfort, mais un miroir déformant reflétant les fissures grandissantes de la confiance humaine, tout en élevant The Thing au-delà du simple film de science-fiction, pour explorer les tréfonds de la psyché humaine face à l'inconnu. Jack Torrance est un alcoolique. Voilà, c'est dit. C'est une belle entrée en matière. Mais pourquoi je commence par ça ainsi? Car dans ce film, ainsi que dans le livre, cela fait que Jack s'enferme dans son alcoolisme et lutte contre. Il s'agit dans ce corpus du seul personnage conscient d'être alcoolique et qui est soigné, car en devenant trop violent, il a quand même cassé le bras de son fils. Mais dans l'hôtel Overlook, il rencontre le barman Lloyd. Il rechute en plus de devenir un pantin de ce lieu hanté. L'alcool devient ici un outil servant à rendre un personnage faible et manipulable. Cela permet de le rendre concret. Ceux ayant déjà été à des soirées savent ce que c'est d'être sous ou de voir un ami sous. On perd la notion de beaucoup de choses et le monde s'écroule autour de nous. Cela est mis en lumière avec le labyrinthe car Jack est perdu et ne peut être sauvé. L'alcool l'a glacé et a transformé son cœur en bloc de glace, annonçant comment il allait finir. Faites attention à vous, l'alcool n'est pas votre ami. Je vous ai menti. Il y a un deuxième personnage en plus de Jack Torrance et il s'agit de Danny Torrance. Oui, ils ont le même nom de famille. Et c'est normal. C'est son fils. Danny a sombré dans l'alcool en essayant d'oublier ses traumatismes d'enfance et aussi pour ne pas se rapprocher de son père. Finalement, il devient comme lui, un alcoolique. Mais il ira voir les alcooliques anonymes et fera tout pour s'arrêter de boire. Se servir de l'alcool comme encre familiale relève du génie, et ce n'est pas étonnant quand on voit qui est aux commandes. Et oui, il s'agit à la base du roman éponyme de Stephen King, et le bougre il sait très bien écrire quand même, hein. À croire que c'est un romancier de épouvante, reconnu dans le monde entier depuis qu'il a commencé. À méditer. Et à vérifier. J'ai un doute s'il est si reconnu que ça. Plus sérieusement, foncez voir ce film. Je ne rentrerai pas dans les détails car il est
trop récent comparé aux autres films de ce corpus. Street Trash utilise l'alcool comme une force narrative puissante, plongeant les spectateurs dans un monde où les tourments intérieurs se mêlent à la folie liquide. L'alcool devient ainsi un catalyseur, révélant les peurs et les angoisses profondément enracinées dans l'esprit des personnages. Chacun évolue dans un contexte où la consommation excessive devient un moyen de fuir les réalités brutales de la vie quotidienne. L'exploration de l'alcool dans Street Trash va au-delà de la simple dépendance physique. Elle devient une fenêtre troublante sur les démons intérieurs des protagonistes. Les liquides colorés qui dégradent les corps des personnages révèlent symboliquement les maux qui les tourmentent. Dans ce monde, l'alcool devient une métaphore des luttes intérieures, exposant les peurs réelles et les désespoirs qui poussent les individus à s'abandonner à cette échappatoire destructrice. Ce film se sert de cet élément pour faire une satire de la société américaine en montrant les tares de ce monde. L'alcool est facile d'accès, mais peut nous détruire, que ce soit intérieurement en nous rendant accros et fous, mais aussi physiquement en le marquant sur le visage. Street Trash offre ainsi une réflexion poignante sur les dégâts causés par l'alcool, non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement, ajoutant une couche de profondeur à cette œuvre. Tout le film se produit à cause d'un verre de trop et d'un test sur une machine expérimentale. Ça me semblait important de l'aborder même si la partie sur la mouche risque d'être assez courte. Donc comme je disais, tout le film et la fin de l'œuvre se produit grâce ou à cause de l'alcool. Cela permet de montrer le côté spontané des actions sous les effets de l'alcool. L'alcool est dangereux et nous force à faire des choses dont on n'aurait pas le courage. Et dans ce film, cela le rend tout de suite plus réaliste. Bref, passons au prochain film qui va aborder quelque chose d'intéressant. Un verre peut se boire tout seul, mais aussi entre amis. Et Scream 4 le montre avec une scène assez intéressante pour notre sujet. Après une soirée Stabaton, Stab étant les films Scream dans l'univers des films Scream, qui tournent en tentative de meurtre, des adolescents vont chez une de la bande et y boivent et font la fête. Cela contraste avec le cas de la mouche où les scientifiques étaient seuls. Le fait d'être à plusieurs permet de profiter du moment mais aussi d'augmenter les risques de tentative et de danger dans les films. Le monde devient flou, assez flou pour laisser partir des jeunes dans les landes, se faire bouffer par un loup-garou. Dans le bar, tout se découle. Tout le monde profite, mais aussi, on laisse des gens partir, rencontrer le diable dans les yeux, par peur qu'ils nous prennent pour un fou. La malédiction a tapé David lorsqu'il est parti du bar. Mais pourquoi ce bar au début du film est important? Eh bien, car ce bar annonce tellement de choses. Le souci du film, les risques que les personnages encourent, et j'en passe. Mais la partie aussi va être assez cool. Mais pourquoi les 3 dernières parties ont été aussi courtes? Car elles se complètent entre elles et permettent de montrer la place de l'alcool dans le cinéma d'horreur. Le bonheur éphémère de l'alcool fait qu'on se perd et qu'on perd la raison, mais le monde change aussi autour de nous, faisant que l'on devient une proie facile aux inconvénients qui nous entourent. Entre amis, seul ou dans un bar, l'alcool est bien, mais ce n'est pas une solution. C'est bien pour passer un bon moment, mais il faut le consommer avec modération dans le risque d'être soumis aux règles du scénario. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à y mettre un petit like et à mettre en commentaire ce dont vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions pour les futures vidéos, les commentaires vous sont ouverts. Vous pouvez partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Un petit verre m'attend.